Bonjour monsieur. Bienvenue sur la chaîne YouTube PhysiqueRom. Je suis un physiothérapeute spécialisé semi-buracoctem. Dans cette vidéo, je parlerai de ce qu'est une hernie, des facteurs de risque d'une hernie, de la façon dont une hernie se produit et des structures de notre colonne vertébrale. Afin de comprendre la structure de la hernie, nous devons d'abord connaître notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est comme une colonne formée de 33 vertèbres placées les unes sur les autres lorsque nous examinons ces vertèbres au niveau régional. 7 d'entre elles sont situées dans la région du cou, 12 dans la région du dos et 5 dans la région lombaire. En dehors de ceux-ci, 5 d'entre eux se combinent pour former le sacrum et 4 d'entre eux se combinent pour former le coccyx. Si nous commençons à examiner nos vertèbres une par une, nos vertèbres consistent essentiellement en deux structures de base. Ce sont les vertèbres corpus et les vertèbres arcus. Lorsque les vertèbres du corps et les vertèbres de l'arc fusionnent, un trou se forme au milieu. Le trou formé est appelé foramen vertébral. Comme je l'ai déjà dit, lorsque les vertèbres sont positionnées les unes sur les autres, les foramens sont positionnés au-dessus des vertèbres et on voit clairement qu'il y a un canal. Ce canal s'appelle le canal rachidien. Comme son nom l'indique, il est situé dans notre moelle épinière qui va du cerveau au coccyx. Lorsque nous examinons notre moelle épinière, la longueur de notre moelle épinière est de 70 cm pour les hommes et de 60 cm pour les femmes. Notre moelle épinière peut remplir les 2/3 du canal rachidien. 30 est un paire de nerfs rachidiens émergeant de notre moelle épinière. Lorsque nous examinons les nerfs rachidiens sortant de notre moelle épinière au niveau régional, il y a 8 paires de nerfs rachidiens dans la région du cou, 12 paires dans le dos, 5 paires dans la région lombaire, 5 paires dans le sacrum et 1 paire dans le coccyx. Outre nos 30 est un paire de nerfs rachidiens, il y a 12 paires de nerfs crâniens dans notre corps et émergeant de la structure que nous appelons le tronc cérébral. Une autre structure qui compose notre colonne vertébrale est les disques. Lorsque nous examinons les disques, nous voyons qu'il y a 23 disques entre 33 vertèbres. Lorsque nous examinons les disques en tant que structure, nous voyons qu'ils se composent de deux structures de base. La première des deux structures qui composent le disque est la coquille, que nous appelons l'annulus fibrosus, et l'autre est le noyau, que nous appelons le nucleu pulposus. Lorsque l'on examine les fonctions des deux structures du disque, on constate que la partie coque est d'empêcher le disque de dépasser des limites des corps vertébraux et d'augmenter la surface d'appui du disque en s'étirant lorsque l'on soulève la charge. Si nous regardons notre noyau, qui est l'autre structure du disque, nous voyons que sa tâche est d'augmenter la mobilité de notre colonne vertébrale. Le noyau effectue cette tâche comme suit: il augmente notre amplitude de mouvement en se déplaçant dans la direction opposée au mouvement que nous avons effectué. Si nous devons donner un exemple du mouvement du noyau, notre noyau recule lorsque nous nous penchons vers l'avant, notre noyau avance lorsque nous nous étirons vers l'arrière, vers la gauche lorsque nous nous étirons vers la droite et vers la droite lorsque nous nous étirons vers la gauche. Maintenant que nous avons parlé de nos structures vertébrales et discales, nous pouvons maintenant passer à ce qu'est une hernie. À la suite de la déformation des articulations facétaires de notre colonne vertébrale, des micro-déchirures commencent à se former dans la coque du disque en raison de la diminution de la flexibilité du disque, du manque de mouvement et de l'effet des facteurs de risque, dont je parlerai un peu plus tard. Les déchirures de la partie coque du disque augmentent tellement avec le temps qu'après un certain temps, la partie coque perd son intégrité et déborde vers la moelle épinière avec la structure centrale. Les structures du noyau et de la coque débordant dans le canal rachidien commencent à appuyer sur les structures du canal de la moelle épinière, selon le niveau de la hernie. Des douleurs, des troubles sensoriels et une perte de force se produisent dans la région du cou, du dos et de la taille. L'étude académique révèle que 75% des mouvements de la région de la taille sont protégés du niveau L5-S1, 20% du niveau L4-L5 et 5% de l'autre protecteur. Dans la région du cou, le plus de mouvement a été créé au niveau C5, C6 et C6, C7. Cela est dû à l'excès de mobilité au niveau vertébral. Et avec les facteurs de risque dont je parlerai un peu plus tard, cet affichage est l'achat de hernie le plus courant. L'ordre des zones les plus courantes de hernie est la région de la taille, la région du cou, la région du dos. La raison du moindre comportement des hernies dans les régions du dos par rapport aux autres régions est les différentes structures d'extension et le support de la colonne vertébrale, connues sous le nom de côte chez les gens, de sorte que les hernies dans la région du dos sont moins fréquentes. Maintenant que nous comprenons ce qu'est une hernie,
Nous pouvons parler des facteurs de risque d'hernie. Les facteurs de risque peuvent être énumérés comme suit. L'excès de poids, le travail avec des outils vibrants, la grossesse, le levage de charges lourdes, les traumatismes, la faiblesse des muscles du cou, du dos et de la taille, la pratique de sport à risque, le tabagisme, les troubles posturaux. Le niveau socio-économique. Les facteurs psychosociaux et les troubles de la position des articulations facétaires après de longues séances et de longs voyages peuvent être répertoriés comme. Je peux énumérer cliniquement les facteurs de risque les plus courants pour les hernies. Grossesse. Traumatisme, port de charges lourdes, faiblesse des muscles du cou, du dos et de la taille, tabagisme et troubles des articulations facétaires. Comme tout le monde le sait, il existe des niveaux de hernie. Ces niveaux sont le renflement, la saillie, l'extrusion et la séquestration dès le départ. Je parlerai en détail du diagnostic, des résultats et des traitements des niveaux de hernie dans mon autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons parlé de ce qu'est une hernie, comment elle se produit et nos structures de la colonne vertébrale. Il convient de noter que toutes les hernies ne sont pas la cause de douleurs au cou, au dos et au bas du dos. Le diagnostic différentiel est très important. N'oubliez pas de consulter votre médecin spécialiste ou kinésithérapeute pour un diagnostic différentiel correct. Merci de m'avoir regardé. À bientôt dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous.